Cette vidéo va vous présenter l'évolution des populations qui peut éventuellement aboutir à une spéciation, c'est-à-dire à l'apparition d'une nouvelle espèce. Alors tout d'abord, regardons l'évolution des populations. Donc il y a de la biodiversité à toutes les échelles. Si on prend la planète, il y a une biodiversité des écosystèmes, mais si on zoome au sein d'un écosystème, on voit qu'il y a une biodiversité des espèces. Et si on zoome sur une espèce, on voit qu'il y a une biodiversité génétique, il y a une biodiversité des allèles, des gènes. Au sein d'une même espèce, les individus sont différents. Donc il y a une biodiversité génétique et nous, c'est sur ça qu'on va se focaliser, sur cette biodiversité génétique et voir comment la diversité des allèles, donc des individus porteurs de ces allèles, va évoluer au sein d'une même espèce. La biodiversité, elle évolue, on le voit bien à travers les fossiles. La biodiversité passée n'est pas la même que la biodiversité actuelle. Et cette évolution est d'abord liée à l'apparition de nouveaux allèles d'un même gène. Donc là, sur cette image, vous avez ici un chromosome en rose et un autre chromosome en bleu. Ce sont les mêmes chromosomes pris chez deux individus différents de la même espèce. Comme ils sont de la même espèce, leurs chromosomes portent les mêmes gènes au même emplacement. Là, j'entoure en rouge le gène qu'on est en train d'étudier. C'est le même gène chez les deux individus, mais si on zoome sur ce gène pour voir sa séquence de nucléotides, on voit qu'il y a une certaine séquence de nucléotides chez l'individu A, enfin l'individu, on va dire avec le chromosome rose, voilà, donc ça c'est son allèle à lui. Et sur l'individu qui a le chromosome bleu, on va voir une autre séquence de nucléotides. Sur toute cette séquence de nucléotides, il y a une seule différence qui est apparue par mutation, c'est-à-dire par changement de l'allèle de gauche. Il y a eu une mutation, un changement de la séquence de nucléotides, et donc un nouvel allèle du gène est apparu. Donc les nouveaux allèles apparaissent par mutation. Une fois qu'ils sont apparus, ces allèles, la fréquence des allèles va pouvoir varier au fil des générations. Donc on n'est pas chez un individu, mais on est bien ce qui se passe au fur et à mesure du temps. Alors, on va regarder une population. Donc une population est un ensemble d'individus d'une même espèce. Donc je vous renvoie au cours sur la notion d'une espèce, ce qu'on considère comme appartenant à une même espèce. Donc c'est un ensemble d'individus d'une même espèce occupant un même territoire, et donc s'ils occupent un même territoire, ils peuvent se reproduire entre eux. Donc une fois que l'allèle est apparu, la fréquence des allèles va varier au sein des populations par deux mécanismes, la dérive génétique et la sélection naturelle. Donc voyons d'abord l'effet de la sélection naturelle qui est donc lié en fait à l'effet de l'environnement sur ces allèles. Donc les allèles apparaissent et on va voir comment l'environnement peut modifier leur fréquence. Donc la théorie de la sélection naturelle, bon, c'est Charles Darwin qui a été le premier à l'énoncer. Il a découvert ce principe-là grâce à un voyage qu'il a fait autour du monde. Et c'est l'observation de la nature, l'observation des adaptations des différents animaux et plantes à leur environnement qui l'a amené petit à petit au concept de la sélection naturelle. Alors, qu'est-ce que la sélection naturelle? On va prendre un exemple fictif d'évolution. Donc, on prend des escargots des haies. Donc c'est une population qu'on est en train d'étudier, donc un ensemble de plusieurs individus d'une même espèce qui vivent dans un même endroit. Ici, on a 8 individus à coquille jaune. Tous les individus possèdent le même gène de la couleur de la coquille, forcément, ils ont les mêmes gènes puisqu'ils appartiennent à la même espèce. Mais là aussi, si on voit sur cet exemple-là, les 8 individus ont aussi le même allèle qui code la couleur jaune, donc c'est le même allèle du même gène. À un moment donné, il y a un bébé escargot qui va naître, qui va être porteur d'une mutation qui affecte le gène de la couleur de la coquille. Donc ça, c'est par pur hasard. Il y a à un moment donné une erreur de recopiage dans la séquence de nucléotides. Quand il faut recopier les chromosomes pour diviser les cellules, il y a une erreur, il y a une mutation qui apparaît, et vous avez un petit bébé escargot qui naît avec une coquille rose. Donc ça, c'est un nouvel allèle. L'environnement y est pour rien du tout. Ce nouvel allèle est apparu spontanément. Mais une fois qu'il est là, l'environnement va pouvoir agir sur sa fréquence. Bon, pas agir sur l'allèle, mais agir sur sa fréquence. Donc le nouvel allèle est apparu. Et si on regarde au fur et à mesure des générations, on va voir que tous les petits escargots qui vont naître, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus d'escargots roses, jusqu'à ce que la population soit entièrement rose. Donc on a bien eu une évolution ici, puisque les escargots étaient jaunes et sont devenus roses. Comment expliquer ça ? Eh bien, par sélection naturelle. Imaginons que l'individu rose, donc qui est apparu par hasard grâce à une mutation, ça je rappelle, ça n'a rien à voir avec l'environnement,
l'allèle apparaît par hasard. Mais l'escargot qui est rose, comme ces escargots vivent sur des troncs de couleurs un peu identiques, et ben l'escargot à coquille rose, il arrive mieux à se camoufler que l'escargot jaune. Et le prédateur repère mieux les escargots jaunes, donc il va plus aller chasser les escargots jaunes. Les escargots roses ont plus de chances de survie, c'est un caractère avantageux dans cet environnement-là. Plus de chances de survie, donc ils vont plus survivre, plus se reproduire, et donc plus transmettre leur allèle, puisque les allèles se transmettent de génération en génération. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure du temps? Eh bien, la fréquence de l'allèle qui code la coquille rose va augmenter au fur et à mesure des générations, jusqu'à devenir majoritaire. Donc, les escargots jaunes sont plus facilement mangés, ce que je vous expliquais, et donc leur nombre va diminuer, et il y aura majoritairement des individus roses dans la population finale. C'est le principe de la sélection naturelle. Ici, il y a un autre exemple avec des moustiques. Vous avez des moustiques porteurs d'une mutation avec un allèle avantageux. Au fur et à mesure des générations, là, il y a une notion de temps ici, c'est beaucoup plus tard que sur la première image. Vous avez plus l'allèle avantageux qui s'est répandu dans la population. Donc, l'allèle avantageux est apparu spontanément, mais il s'est répandu parce qu'il présentait un avantage dans l'environnement donné. Si l'environnement change, on peut très bien avoir un allèle qui était avantageux qui devient désavantageux, et à ce moment-là, sur les générations d'après, on voit une inversion de la situation. Selon l'environnement, selon la pression du milieu, les fréquences des allèles varient. Mais c'est toujours les allèles avantageux par rapport à l'environnement qui vont se répandre. Et donc, voyons un deuxième cas de tri des allèles, la dérive génétique ou l'effet du hasard. Donc reprenons notre exemple de l'escargot rose et de l'escargot jaune. Cette fois-ci, il n'y a pas d'avantage à être rose ou à être jaune. On a toujours des escargots roses qui apparaissent par hasard, par mutation du gène qui code la couleur des coquilles. Mais maintenant, la dérive génétique fonctionne par principe de sélection des individus par hasard. Imaginons, dans cet exemple, qu'il y a un incendie qui ravage une forêt où qui abrite les escargots. Par hasard, seuls 2 escargots vont survivre parce que, en fait, c'est ceux qui étaient au sommet de l'arbre qui ont été donc épargnés des flammes. Et par hasard, c'était des escargots roses. Là, par rapport à l'incendie, il n'y a pas d'avantage d'être rose par rapport à être jaune. C'est juste le hasard qui fait que les individus roses étaient au-dessus. Et puisque tous les escargots jaunes étaient en bas et ont péri dans les flammes, sur la génération d'après, dans la population finale, tous les escargots sont devenus roses. Mais ça n'a rien à voir avec un avantage par rapport à l'environnement, c'est un hasard qui a conduit à cette évolution. Ça, c'est le principe de la dérive génétique. Donc, on les symbolisait ici par des petites billes pour vous faire comprendre que la dérive génétique joue bien plus efficacement sur une petite population. Si on prend ici une population initiale, avec des billes de couleur grise, bleue et rouge, c'est une grande population, mais par hasard, on va prélever des billes pour faire des petites populations. Imaginons par exemple chaque bille représente un individu. Imaginons qu'il y a quelques individus qui partent coloniser un nouvel environnement. Et bien, par hasard, sur ces individus, il n'y a pas de gris. Et donc, dans la population qui va être issue de ce petit échantillon, on va retrouver dans la génération d'après une grande population, mais où il y aura disparition des billes grises. Et ça, c'est le hasard de l'échantillonnage. La population qui a migré pour coloniser un nouvel espace, c'était par hasard des billes rouges et bleues. Il n'y avait pas d'individus gris, mais ce n'était pas parce que ça présentait un avantage dans l'environnement. Et bien donc, ça, c'est la dérive génétique, une évolution due au hasard de l'échantillonnage, par exemple. Et donc, la dérive génétique, on comprend bien que plus la population est petite, plus on prend peu d'individus dans notre population initiale, plus on va faire évoluer rapidement la fréquence des allèles. Donc la dérive génétique a un effet plus important sur une petite population. Donc ici, vous avez un graphique qui vous résume cette idée-là. Si on prend le gène 1 ici et qu'on regarde son évolution au fur et à mesure des générations, on va dire qu'au départ, c'est un allèle, il y a 2 allèles du gène, donc l'allèle qui apparaît est donc fréquent à 50%. Et sur une petite population, ça peut très très vite varier, et l'allèle qu'on est en train d'étudier, qui ne présente aucun avantage par rapport à l'environnement, va devenir majoritaire. Dans une grande population, parce qu'il y a des brassages, beaucoup plus de mélanges lors de la reproduction sexuée, vous avez la fréquence de l'allèle qui reste plus ou moins stable à 50%.
Donc, dans le deuxième exemple, dans le deuxième gène, par hasard, cet allèle sur une petite population, sur le gène numéro 2, l'allèle va ici disparaître. Donc, par hasard, la fréquence de l'allèle qui ne présente pas d'avantage peut devenir majoritaire ou peut disparaître. Et ça, c'est le hasard de la dérive génétique qui est beaucoup plus marqué sur une petite population. Alors, tous ces mécanismes, que ce soit la sélection naturelle ou la dérive génétique, peut petit à petit, au fur et à mesure du temps, faire apparaître une nouvelle espèce et aboutir à ce qu'on appelle une spéciation. Donc, si on prend nos deux populations d'escargots, ici, une population initiale qui est rose et une autre population qui est majoritairement rose. Ces deux populations, au départ, peuvent se reproduire. Mais si elles se retrouvent isolées, alors par exemple, il y a une montée des eaux et donc on a ces deux populations qui se retrouvent séparées par une rivière, se retrouvent sur une île, ou une barrière plutôt reproductrice du type, il y a un comportement chez les roses qui fait qu'ils se reproduisent plus entre eux. Bref, il y a un isolement entre ces deux populations. Ça va réduire les échanges génétiques entre ces deux populations et la population 1 va évoluer au fur et à mesure du temps par sélection naturelle et par dérive génétique, les deux mécanismes vont jouer. Comme la population numéro 2, elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Et si on les retrouve réunis beaucoup plus tard dans le temps, ces deux populations ne peuvent plus se reproduire entre elles. Il s'agit alors de deux espèces différentes. Il y a une petite erreur là sur le diaporama, c'est les deux populations ne peuvent plus se reproduire. Il s'agit alors de deux espèces différentes. Et donc, c'est ce qu'on voit ici sur le schéma. Au départ, il y a une seule espèce de crevettes. Ils peuvent tous se reproduire entre eux parce qu'il n'y a pas de barrière géographique. À un moment donné, il y a ici une baisse du niveau de la mer et une barrière géographique qui va se faire, un bout de terre qui va, par la tectonique des plaques, apparaître et qui va aboutir à deux populations, une au nord et une au sud, qui ne peuvent plus se reproduire entre elles, qui ne peuvent plus échanger de matériel génétique. Et donc, au fur et à mesure du temps, par dérive et sélection naturelle, ces deux populations vont évoluer et vont aboutir à deux espèces différentes, incapables de se reproduire entre elles si on les remet en contact des millions d'années plus tard. C'est ce qui s'est produit par exemple avec ces écureuils qui habitent chacun d'un côté rive nord et rive sud du Grand Canyon, qui au fur et à mesure du temps, par l'apparition de ce Grand Canyon qui s'est creusé par érosion, sont devenus incapables de se reproduire entre elles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les populations évoluent par dérive génétique et sélection naturelle et que ça peut aboutir à une spéciation.